Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Chaque semaine, j'ai le plaisir d'échanger à la fois avec des chefs d'entreprise sur leurs aventures entrepreneuriales, mais aussi avec des acteurs de l'écosystème technologique. Je m'appelle Guillaume Comagnac et si je peux vous proposer ces conversations, c'est grâce à Tracteur, un partenaire technique de premier choix pour les entrepreneurs qui accompagne les startups dans le développement de leurs projets numériques. Pour ce nouvel enregistrement, j'accueille Martin Lessard, le directeur du MT Lab, un incubateur dit vertical spécialisé dans le tourisme, la culture et le divertissement, inspiré du Welcome City Lab à Paris. C'est l'un des premiers du genre en Amérique du Nord. Martin nous explique le fonctionnement particulier de cet incubateur qui est un véritable facilitateur et un lieu de rencontre pour les startups et des partenaires de l'industrie touristique. Il nous partage aussi des exemples concrets et nous discutons ensemble des grandes mutations dans ces industries. Bonne écoute. Salut Martin. Bonjour, ça va bien Guillaume? Ouais, ça va bien. Je suis très heureux de t'accueillir. Ça va me permettre de voyager un peu, même si on est tous les deux bien à distance et que l'Atlantique nous sépare. Martin, je vais te demander pour commencer de te présenter et puis de nous dire un petit peu ce que tu fais au quotidien, ce qui t'anime au quotidien. Mon nom est Martin Lessard, je suis directeur général du MT Lab, qui est un incubateur en tourisme, culture et divertissement. On est basé à Montréal, au Québec. Ça fait 3 ans et demi qu'on a ouvert nos portes. Moi, ça fait 4 ans que je travaille, 4 ans et quelques mois que je travaille comme directeur général. Donc, c'est tout à fait nouveau, ou alors peut-être ancien si vous êtes dans le monde des incubateurs, accélérateurs et de l'entrepreneuriat. 3 ans, c'est beaucoup, c'est une vie presque. Mais oui, on est spécialisé, nous, spécialement dans la portion fin d'incubation, début d'accélération, où on aide les startups à accéder au marché du tourisme, de la culture, du divertissement au Québec. Et grâce aussi au partenariat qu'on a avec la France, on leur donne aussi un accès à l'exportation vers la France. Notre modèle vient, notre grand frère, c'était le Welcome City Lab. Comme son nom l'indique, c'est un incubateur français qui est basé à Paris. Le Paris & Co ont plusieurs incubateurs verticaux. Et quand une délégation de Montréalais ont été voir l'écosystème d'innovation à Paris au printemps 2015, ils ont tombé sur le Welcome City Lab. Il y avait du monde qui était de Tourisme à Montréal, de la Ville de Montréal, de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Et ils ont dit « Wow, on veut un Welcome City Lab à Montréal ». Évidemment, on n'a pas gardé le même nom, on n'a pas la même structure tout à fait, parce qu'on n'est pas structuré pareil en France et au Québec, mais on a la même mission, c'est-à-dire aider les entrepreneurs à rentrer, à développer des solutions innovantes en tourisme, culture et divertissement. Excellent, c'est déjà une présentation. On voit que toi, tu as l'habitude de faire des pitchs et que tu as l'habitude aussi d'en faire passer aux startups parce que là, tu as tout dit presque avec cette introduction, même si on va creuser un peu dans le détail. On a un peu de temps pour ça. Tu as rapidement présenté tout de suite le MT Lab. Tu as été humble et tu t'es pas trop présenté toi, mais je le dis pour nos auditeurs, tu as été un des pionniers du web au Québec. Voilà, tu as été blogueur au temps où il n'y avait pas beaucoup de blogueurs. Ce que je dis souvent, c'est que ma mère savait jamais ce que je faisais parce que je faisais des métiers qui n'existaient pas. Donc, quand le web est apparu, c'était même pas encore, je veux dire, il n'y avait même pas d'image sur le web. Puis, je faisais des sites web à ce moment-là. Donc, j'étais un monteur HTML, si le terme existe encore aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait de la publicité interactive à l'époque où on savait même pas qu'on pouvait faire de la publicité sur Internet. Quand les premiers blogs sont arrivés, j'ai fait mon premier blog aussi pendant une dizaine d'années. J'étais chroniqueur aussi à la radio de Radio-Canada sur la technologie. Donc, effectivement, ça fait un bon 20 ans que je suis là-dedans. Et je suis bien fier du MT Lab parce qu'au fond, c'est un travail collectif. J'aime bien les trucs collectifs. Et c'est quelque chose qui est aussi qui justifie qu'on mette de l'énergie parce que c'est comme nouveau. J'aime pas faire des trucs qui se répètent, comme vous pouvez voir. J'aime ça, arriver dans quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que c'était un incubateur en tourisme? Pas grand monde pouvait le savoir, peut-être encore moins moi, mais je pense que quand on est bien entouré, on peut faire des choses extraordinaires. Je pense que c'est ça le MT Lab.
Génial. Et c'est vrai que bon, tu l'as dit, donc vous avez une verticale, comme on dit, c'est le tourisme, la culture et le divertissement, donc basé, calqué en partie parce que vous avez quand même vos spécificités par rapport au Welcome City Lab quand même. Déjà, c'est deux écosystèmes très différents, même culturellement. Alors, c'est pas parce qu'on parle français que culturellement on est foncièrement pareil. Euh, Qu'est-ce que ça prend de bâtir un incubateur spécialisé au démarrage quand tu replonges toi au tout début là qu'il a fallu lancer l'incubateur vous faites aussi un lien avec les grands partenaires, raconte-nous un petit peu ce Oui, c'est déclic-là. ça. C'est comme on a quand même un modèle. Il faut quand même expliquer moi, je crois beaucoup qu'on bâtit sur les épaules des géants. Donc, d'une certaine manière, il faut tout un village pour effectivement élever un enfant. Et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup de cette histoire-là, c'est que quand les bonnes personnes étaient là au bon moment en 2015, quand ils ont visité le Welcome City Lab, il y avait Laurent Cage qui était le délégué général qui les a accueillis aussi. Donc, il y a tout un concours de circonstances. Mais il faut quand même reconnaître que déjà dans le monde du tourisme, c'est un milieu qui naturellement collabore. Parce que leur produit, c'est le tourisme, c'est pas un truc que tu fabriques. Donc, il n'y a pas de concurrence au sens propre du terme en disant que si je fabrique pas un tourisme que je dois vendre, c'est le même tourisme qu'on se passe d'un aéroport à un hôtel, à un parc, à un musée. Donc, quelque part, on a à collaborer. Donc, déjà en partant, cette notion de collaboration existait et donc c'est donc normal que, ou en fait, je pense aussi dans la culture peut-être de ces gens-là qui ont bien accueilli les gens de Montréal quand ils ont visité. Le modèle de cet incubateur-là est très intéressant. C'est pour ça que je pense que ça l'a beaucoup plu. Il y a un côté public-privé d'une certaine manière, parce que quand on parle du tourisme, c'est bon pour le public, quelque part pour le pays ou le territoire, mais quand on a des acteurs privés, ça permet d'avoir un bon équilibre. Le Welcome City Lab et nous aussi, on est basé sur ce modèle-là d'avoir des partenaires qui investissent en temps et en argent pour rencontrer des startups qui aussi investissent en temps et en argent. Dans notre cas, nous, en France, ils payent pour entrer dans l'incubateur, puis les partenaires aussi payent pour rencontrer les startups dans l'incubateur. Nous, dans notre cas ici, si on ne charge pas les startups, c'est juste une question que le modèle est différent d'Amérique du Nord, mais c'est le même principe de cette rencontre-là. Une fois qu'on comprend que notre incubateur est basé sur la notion de rencontre, ce qu'on appelle la collision dans notre monde des entrepreneurs, du coup, on a des partenaires qui ont plus de problèmes à rencontrer des startups parce qu'elles sont plus, comment dire, c'est plus difficile. C'est des petites entités qui vivent, qui meurent rapidement, et c'est très difficile pour un grand joueur de les rencontrer puis d'avoir un certain suivi puisqu'ils ne vivent pas dans le même temps. Les grandes entreprises vivent dans le temps long et les startups vivent dans le temps très court. Et donc, l'incubateur est un lieu, une maison finalement, qui permet de faire cette rencontre-là. Donc, cette logique-là, elle vient de France. Et en fait, dans tous les incubateurs, il y a à peu près cette notion d'avoir un partenaire, mais dans le cas de Paris & Co, c'est vraiment très, très fort. C'est parce qu'il y a des partenaires qui rencontrent des startups, il y a des startups qui veulent rencontrer des partenaires. Cette idée-là, elle a traversé l'Atlantique et c'est venu ici. La différence peut-être profonde qu'il pourrait y avoir dans la structure, c'est juste le fait que, parce qu'il y a un côté organisateur descendant qu'en France, plus le gouvernement s'implique un peu plus, le tourisme est un peu plus d'État aussi. Donc, il y a cette notion de dire, bon, on va aider les startups à rentrer dans un incubateur. Alors qu'ici, on est plus en Amérique du Nord où l'individu fait tout ce qu'il a à faire puis personne ne les aide. Donc, là, on aide très, très peu les startups. À part ça, ça reste le même principe, c'est-à-dire qu'on est un marché de rencontre où on favorise la rencontre et le maillage entre les deux entités. Excellent. Et donc on a parlé là de ces grands partenaires, on les a pas nommés. Aujourd'hui, vous en avez 12, c'est ça? Oui, on a eu un 12e, même en temps de pandémie, on a réussi à en rajouter un 12e, ce qui, pour moi, puisqu'on quelque part, on mange la même soupe que les startups, on se dit que si on peut prouver qu'on attire des clients, ça veut dire que quelque part, notre produit est bon. Moi, quand je suis arrivé, j'avais sur mon plan l'affaire qu'on m'a donné. On m'a dit, tenez, Martin, allez-y, faites apparaître cet incubateur avec 3 partenaires. Puis rapidement, le projet a attiré 6 partenaires quand je suis rentré, 6, il y en a un 7e qui s'est rajouté presque aussitôt. Et là, voilà, 5 de plus en 3 ans. Je pense qu'on a comme touché un certain besoin dans l'écosystème. C'est des partenaires
de grands partenaires, des grands acteurs, des grands leaders, chacun dans leur domaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé du Welcome to Lab en France. Chaque partenaire a sa verticale ou sa spécialité, plutôt on devrait dire ça. On a l'aéroport de Montréal, on a le tourisme à Montréal, on a aussi le centre-ville de Trois-Rivières, qui est une petite ville entre Montréal et Québec. Donc, on a un petit centre. On a aussi le musée de la civilisation. On a des parcs qui s'appellent la CEPAC. On a Air Canada, qui est très, très bon dans le côté l'aviation B2B. On a Transat, qui est plus en B2C, Air Transat. On a l'Alliance touristique, qui est le regroupement des ATR, donc des associations touristiques et spécialisées du Québec. Donc, on a l'Auto-Québec qui a les casinos. Donc, on voit bien chacun touche ses spécialités. C'est 12 partenaires et le dernier qui est rentré, c'est le Stade olympique. Donc, ça nous rajoute le tourisme sportif. On a le Palais des congrès aussi. Donc, on voit bien qu'on touche tous les grands secteurs. Peut-être qu'il nous manque les hôteliers en ce moment. Faut dire que durant la pandémie, c'est peut-être pas le bon moment de les relancer, mais la logique voudrait qu'un partenaire hôtelier apparaisse éventuellement. Chacun a sa spécialité et la somme de ceux-là sont comme des proxys pour le marché du tourisme. Donc, chacun a une vision de qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui est bon aussi pour l'écosystème. Et le fait qu'ils puissent collaborer, qu'ils puissent mutualiser leurs besoins, c'est mieux que de chacun dans leur coin essayer de recréer un incubateur. Pas qu'ils ne sont pas capables, pas qu'ils ne devraient pas le faire, mais c'est plus compliqué, plus cher aussi. Et quand ils mutualisent, bien, ils ont une synergie qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, à mon avis, c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Et donc, cette innovation ouverte, c'est ce qu'on propose à ces partenaires-là, à ces 12 partenaires-là. On va sûrement en rajouter d'autres par après, tant et aussi longtemps que ça reste complémentaire. C'est ça la logique des partenaires. Ils payent effectivement en temps et en argent pour s'investir, mais parce qu'ils y retrouvent quelque chose aussi, et c'est bon pour l'écosystème. Et comme je l'ai dit au tout début, cette notion de collaboration est quand même très, très liée au domaine, ce qui veut dire que cette notion de partenariat pourrait être un peu plus difficile dans d'autres domaines. Pas que c'est impossible, mais on a une notion de concurrence un peu plus. Donc, on a peut-être sûrement moins de partenaires. Nous, avec 12 partenaires, on peut quand même dire qu'on est un des grands incubateurs avec le plus de partenaires au monde. Ok, oui, et puis ce que tu dis, c'est vrai que ça se comprend bien dans le monde du tourisme, c'est-à-dire que quand Tourisme Montréal ou la CEPAC, les parcs vont faire leur promotion, ben, si quelqu'un doit venir à Montréal, ben, il va passer par l'aéroport de Montréal, il va certainement utiliser Air Transat ou Air Canada, il va loger dans un hôtel ici, enfin voilà, en gros, ils travaillent aussi pour les autres de façon inconsciente. Oui, tout à fait. Puis c'est qu'ils ont des fois des missions complémentaires. D'une certaine manière, l'aéroport de Montréal ici dit que pour être bien particulier, parce qu'au fond, un aéroport, c'est pas juste un lieu où on atterrit, il faut qu'il y ait une atmosphère, c'est devenu un peu important puis pour se distinguer. Donc, ils veulent rajouter, comme ils disent, mettre Montréal dans l'aéroport, mais en même temps, ils veulent que l'aéroport soit dans Montréal, alors que c'est des manières, enfin, je suis pas sûr que les gens s'identifient nécessairement à leur aéroport, alors qu'on pourrait le faire. Il existe des aéroports dans le monde qui sont vraiment une attraction en soi. Donc, si on a un aéroport qui dit qu'ils veulent mettre Montréal dans l'aéroport, puis qu'on a quelque part la ville de Montréal qui dit, ben, on va avoir l'aéroport dans Montréal, donc évidemment, c'est des missions complémentaires. Le casino, ben, a besoin de touristes, et donc, une fois qu'on sort du casino, ben, on va au musée, on va au parc après pour sortir de la ville. Donc, tout le monde a intérêt, effectivement, à ce que ce touriste-là reste le plus longtemps possible au Québec, ou en tout cas dans un lieu. Et les startups doivent comprendre cette logique-là parce que c'est pas donné à tout le monde. Nous, dans le monde du tourisme, je ne peux pas parler pour la France, mais dans le monde du tourisme, peut-être parce que le tourisme est très fort en France, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est différent, mais ici, les gens ne perçoivent pas le monde du tourisme comme étant un lieu d'innovation. En fait, pas systématiquement. Si on leur dit qu'on veut faire une start-up en tourisme, bien, ils vont penser a priori à faire un hôtel ou à quelque chose que je dirais traditionnel hôtel, alors que nous, on est dans l'innovation. Mais une fois qu'on leur explique un peu ce qu'il y a derrière, c'est quoi les vrais besoins, qu'on brise cette image de touriste de premier niveau, bien, ils voient bien que c'est un domaine parmi d'autres qui ont toujours besoin, qui est traversé par l'innovation, mais on le voit beaucoup moins. Et je crois que c'est ça, ce qui était merveilleux avec le Welcome City Lab, cette ingéniosité, c'est d'être le premier incubateur au monde en tourisme et d'avoir compris qu'il y avait une opportunité à faire ce genre de lieu d'organisme de soutien. Moi, je crois beaucoup à ces incubateurs plus verticalisés, plus thématisés. En tout cas, on le voit maintenant
dans d'autres industries, le sport en est un notamment. Là, tu parlais du parc olympique, mais en France, il y a aussi le tremplin à Paris qui fait aussi partie du réseau Paris & Co. J'ai d'ailleurs eu Pierre-Henri Deballon qui est le président du conseil d'administration, un très bon épisode que je recommande aux gens qui écouteraient celui-ci et qui l'auraient pas encore écouté. Maintenant, je voulais revenir aux startups parce que là, on a fait un bon état des lieux du secteur du tourisme et de comment vous interagissez avec les partenaires. Les partenaires, eux, ils viennent donc au MT Lab pour avoir ce lieu de rencontre et voir ce qui se fait en innovation. Les startups, elles, tu le disais, vous leur donnez un accès au marché, c'est-à-dire que quand je suis une petite startup qui sort de son garage, c'est peut-être difficile d'aller voir un gros acteur comme l'Auto-Québec ou l'aéroport de Montréal. Vous leur offrez cette chance, ce moment de rencontre. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que ça prend la forme de rencontres? Est-ce qu'il y a des démodés privés? Est-ce qu'il y a des POC ou des projets pilotes? Je fais exprès un peu l'innocent parce que je connais quand même bien le MT Lab, mais raconte-nous ça. Ben oui, écoutez, je dirais, c'est que si les partenaires, donc, qui sont en train de payer en argent et en temps pour pouvoir venir, les startups aussi payent en temps pour quelque chose. Et je crois qu'on part quand même d'un besoin qu'elles ont, ces startups-là. Si on suit le parcours de la vie, il existe un parcours de la vie d'une startup qui commence, on commence avec beaucoup d'espoir quand on a une idée, mais lentement, cette courbe de survie commence à baisser quand on arrive au prototypage parce qu'on peut avoir une bonne idée et découvrir qu'elle existe déjà ailleurs, ou alors on se rend au prototypage et on découvre que c'est plus cher, plus compliqué de le faire. Donc, du coup, dans le cas, ton taux de survie baisse. Et le point le plus bas dans la vie d'une startup, c'est quand on atteint le marché, quand on atteint l'adéquation, quand on veut viser l'adéquation au marché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à payer. On peut évidemment quelque part faire vivre cette startup-là longtemps en ayant du financement, mais dans tous les cas, il va falloir frapper le marché. Et donc, ces startups-là, quand elles arrivent au marché, c'est là que ça coince. C'est que trouver des clients, ça coûte très cher, ou alors on a un produit super bon qui se répand, mais il faut quand même comprendre où est-ce qu'on s'en va. Si on veut rentrer dans le monde du tourisme, souvent parce que c'est compliqué, on n'y rentre pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre et on fait comprendre à travers un programme, un programme d'un an. Je vous dirai tout à l'heure la nuance aujourd'hui. On a juste scindé un peu durant la pandémie ce programme-là, mais le programme de base avant la pandémie, c'était un an. Un an qui se divisait en 3 grandes phases, qui seraient, appelons-le la phase de découverte, où on faisait rencontrer des acteurs d'écosystème, surtout des spécialistes, qui leur disaient un peu qui fait quoi, où se trouve l'argent. De ne pas penser que parce que tourisme à Montréal, le mot tourisme et Montréal, que c'est eux qui vont tout payer pour vos solutions, alors qu'eux sont capables de vous dire qui est dans l'écosystème pourrait aider ou acheter votre solution. Donc, de comprendre qu'il y a des gens qui sont juste des relais, d'autres qui sont vraiment des acheteurs, et de comprendre ces trucs-là, ça, c'est la portion découverte. Et après ça, pour les rencontres avec les partenaires, nos 12 partenaires, ils vont faire des genres de pitch inversé, où les partenaires vont dire, là, ils savent quel genre de startup ils sont devant elles. Ils disent, mais écoutez, moi, j'ai tel besoin. Et les startups vont écouter et dire, OK, ma solution, je pensais que c'était tel client ou tel besoin, mais je viens de me rendre compte que si j'entends un besoin de Air Canada ou de l'Auto-Québec, ou d'un musée de la civilisation, d'une ville, tout d'un coup, je peux peut-être dire, mais en changeant, en pivotant un tout petit peu, en rajoutant ceci ou en changeant les mots pour le décrire, je suis capable de le vendre. Ou alors, si ce n'est pas de le vendre, de me faire minimalement conseiller par le partenaire qui va te dire, j'aime ta solution, j'en ai pas de besoin nécessairement, mais je te donne ce conseil-là pour avancer. Je vais vous donner un exemple d'une startup qui, a priori, qui a été choisie par le partenaire, parce que c'est toujours les partenaires qui choisissent qui rentre dans l'incubation. On a une quinzaine de places par année. C'était la navette nature, qui est un exemple que je donne qui est canonique, parce que pas de technologie, ce que c'est quelque part quelque chose de classique. C'est un lien entre le centre-ville de Montréal et un parc. Ça se donne que le centre-ville de Montréal, Tourisme Montréal, est intéressé, mais plus ou moins quand même à dire, hey, tu sors quelqu'un de la ville de Montréal, j'aime peut-être pas ça. Et le parc, lui, par contre, il se dit, je suis heureux, tu m'amènes des clients. Mais en fait, ils ont compris très rapidement, les deux, qu'ils ont intérêt à
à ce que cette solution-là existe pour elle-même, même s'ils ne peuvent pas l'acheter. Mais c'est que les touristes qui viennent à Montréal vont au parc dans la journée et reviennent le soir. Donc, pour la Ville de Montréal, ils se disent, j'ai une nuitée de plus. Et pour le parc, j'ai un visiteur de la Ville de Montréal qui, sans voiture, ne serait pas venu. Et donc, du coup, ils ont intérêt à ce qu'elle existe. Donc, ils ont conseillé comment les aider à survivre dans cette jungle, parce que le monde du transport, c'est assez particulier. Et donc, on voit une solution où ils ont intérêt à ce qu'un joueur émerge. J'ai d'autres solutions aussi où c'est une jeune compagnie qui s'appelle Stimulation Déjà Vue, qui sont des solutions qu'on pourrait appeler du champ gauche. C'est-à-dire que si des fois on demande à des partenaires qu'est-ce que vous voulez, ils vont vous dire je veux A, B, C, mais ils ne peuvent pas penser à des choses auxquelles ils n'ont pas vraiment de besoin. Par contre, quand ils sont confrontés à des solutions hors de leur juridiction, ils peuvent se dire tout d'un coup, eux-mêmes, les partenaires peuvent se dire oh, je n'avais pas pensé à ça. En pensant autrement, je peux tout d'un coup accueillir une solution qui n'existait pas. Stimulation Déjà Vue, la solution, c'est de l'expérience olfactive. Donc, c'est de comment l'odeur peut te donner une mémoire d'un voyage et tu as un meilleur souvenir du voyage et du coup, une meilleure expérience d'accueil. Et c'est une solution qui, a priori, quand on l'entend ça, on se dit, mais où est-ce que ça peut rentrer dans le monde du tourisme? Vous seriez surpris, c'est celle qui a signé avec le plus de partenaires. Donc, si on avait demandé aux partenaires, voulez-vous des odeurs, ils n'auraient jamais demandé ça, mais une fois qu'ils l'ont vu, ils le veulent. Donc, on voit des extrêmes où, justement, cette collision-là donc des innovations qui sont à l'extérieur, c'est ce qu'on offre et c'est ce que les partenaires viennent chercher, c'est qu'ils ne comptent pas nécessairement à l'interne. Parce qu'à l'interne, vous savez, les grands partenaires, ils sont amplement capables de faire leur propre recherche et développement. Ils sont amplement capables de faire leurs appels d'offres, mais entre les deux, ça, c'est pas facile. Donc, les idées, quand on parle de l'innovation ouverte, c'est ça, c'est des idées qui sont à l'extérieur, dans l'écosystème, et auxquelles ils n'ont pas accès. Et en favorisant un lieu comme l'MT Lab ou un incubateur vertical, on a moyen d'attirer ces solutions-là. Ouais, c'est génial pour ces startups-là. C'est vrai que là, dans tes exemples, c'est vrai que si on prend Stimulation Déjà Vue, toute seule accéder à ces partenaires-là, ça aurait été un parcours du combattant on ne peut plus difficile. Et dans sa jeune vie d'entreprise, une fois qu'elle a signé avec ces grands partenaires-là, ça donne tout de suite des références qui sont exceptionnelles pour aller en chercher d'autres. Et ça y est, là, ça fait effet boule de neige et c'est génial. Effectivement, c'est une valeur très, très grande parce qu'on ne garantit pas, nous, de contrat. Tout ce qu'on peut garantir, c'est est-ce que dans cette année-là, et en général, c'est au bout de 6 mois qu'on le sait, est-ce que vous avez une adéquation au marché du tourisme? Donc, c'est vraiment là qu'on offre, et la réponse peut être non. Et c'est une bonne réponse. Et on a vu notre startup dans la première cohorte qui, pendant 3 ans avant que l'MT Lab existe, était tout seul en tant que de trouver des clients en tourisme. C'était une solution de conciergerie de territoire. C'était très ambitieux. Et d'ailleurs, quand elle a été acceptée dans la première cohorte, c'est une super solution technologique et tout. Donc, tous les paramètres d'une bonne startup, mais elle s'est fait conseiller en disant t'arrives soit trop tôt, soit trop tard. Ça se peut fort bien d'ailleurs que c'est une solution qui aurait pu marcher dans un autre pays, on s'entend. Mais au Québec, c'était trop ambitieux. Puis il n'y avait pas assez d'acteurs cohérents ensemble pour pouvoir tenir un territoire. On lui a dit, mais concentre-toi sur un hôtel ou une chaîne d'hôtels. Et évidemment, c'est trop petit pour elle. Et pour cette startup-là qui a préféré abandonner. Et donc, si on était apparu plus tôt, pour elle, elle aurait pu soit modifier sa solution très rapidement, ne pas se décourager au bout de 3 ans, et donc de découvrir son adéquation. C'est, à mon avis, la chose que les startups veulent. Évidemment, elles ne vont pas le dire de cette manière-là. Ils vont toujours te dire, donne-moi des clients, ou donne-moi de l'argent, ou donne-moi des ressources. Mais dans les faits, ce que ça veut dire, c'est donne-moi un accès au marché pour voir si ma solution colle bien. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir. Et c'est ça qu'on a réussi à trouver avec le MT Lab, cet équilibre-là où, en très peu de temps, en accéléré, d'où le mot accélérateur, on accélère ces collisions-là pour qu'ils puissent voir si ça vaut la peine de continuer. Parce que peut-être que le tourisme n'est pas nécessairement le bon domaine. Moi, je pense que pour beaucoup de startups, oui, mais pour certaines, non. Effectivement, mieux vaut continuer son chemin, mais au moins, elles savent comment rentrer. Et accéder à des bonnes personnes au bon endroit. Et encore là, je ne peux pas parler trop de la France, mais je crois que le monde du tourisme, parce qu'ils collaborent beaucoup, ils sont très serrés. Et donc, c'est très difficile de rentrer. J'avais une autre startup aussi qui était en tourisme, qui est rentrée dans une de nos cohortes,
on peut pas être plus touristique que ça, c'est la startup Stay22, qui avait des solutions donc de localisation d'hôtels ou de logements à proximité d'un événement. Donc, c'est un genre de booking inversé. Finalement, on choisit son événement et ensuite, on peut trouver où se trouvent les hôtels tout autour, y compris des Airbnb. Donc, une solution, on ne peut pas être plus touristique que ça. Et pourtant, le monde du tourisme, il n'écoutait pas trop. Il y avait beaucoup de problèmes à rentrer auprès de l'écosystème ici. Puis une fois qu'ils étaient rentrés dans l'MT Lab, bien, ils ont eu ce timbre de qualité qui dit ont été choisis par des partenaires, donc ça veut dire quelque chose, donc on va au moins l'écouter, et une fois qu'ils se sont mis à l'écouter, bien, ils ont bien vu que c'est une bonne solution. Donc c'est quelque chose qui est gagnant, 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 à la fois pour les partenaires, pour les startups et pour les MT Labs aussi. Je pense que tu as dit quelque chose qui est très important aussi sur le fait qu'un incubateur, si on reprend même le terme étymologique, c'est là où on fait germer plein de choses et qu'on a des réponses à ces questions. Et parfois, comme tu l'as dit, ces réponses, elles peuvent être un petit peu déceptives pour l'entrepreneur, mais c'est pour ça que moi, je recommande beaucoup de gens que je rencontre au moins, alors même s'ils veulent pas faire partie d'un programme d'incubation, au moins aller rencontrer ces lieux-là dans lesquels il y a tout un tas de gens, donc des partenaires, mais des experts aussi métiers, des gens qui ont vu passer des centaines de startups comme toi tu peux le faire, parce que c'est là où tu auras aussi des retours et aussi être au contact d'autres entrepreneurs, parce que je pense que ça c'est quelque chose aussi qui est très important dans les incubateurs. Lorsque tu fais partie d'une promotion, d'une cohorte, et ben tu traverses aussi les mêmes étapes avec les autres entrepreneurs et donc tu peux aussi t'aider comme ça. Je sais pas s'il y a eu des exemples de collaboration au sein de startup du MT Lab, mais ce serait intéressant que tu Oui, nous partages ça. tout à fait. Bon, on va prendre l'exemple c'est une déjà vu, qui a travaillé avec la cohorte d'après, avec une startup de la cohorte d'après, avec deux startups même, pour faire des choses. Donc, avec React. React, c'est une solution, puis vous allez voir, a priori, on va dire qu'est-ce que ça fait en tourisme, c'est vraiment surprenant, mais c'est un nombre de bandes que tu mets sur ta tête pour pouvoir capturer tes ondes cérébrales, ce qui te permet de pouvoir évaluer ta satisfaction, ton sentiment et tout. Et donc, une fois appliqué dans le monde du tourisme, qui est très, 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 le monde du tourisme, en fait, une partie du monde du tourisme, est très focusée sur cette notion de service, de qualité, d'expérience. Donc, si on est capable de le mesurer d'une manière le plus objective possible, ben, ça les intéresse. Évidemment, c'est une notion déjà vue, qui faisait de l'expérience olfactive, donc la mémoire, de souvenirs. Et avec React, ben, ils ont une solution où ils peuvent évaluer en plus, en fonction de la culture de la personne, comment elle réagisse en fonction de telle odeur. Donc, on voit bien qu'il y a une collaboration. Et je dirais qu'au-delà même du MT Lab ou des incubateurs en soi, c'est certain que la première étape d'une entreprise, c'est de ne pas se retrouver tout seul. Il ne faut surtout pas se retrouver tout seul, se retrouver en groupe. Il existe plein de manières informelles. Si on n'a pas l'argent ou le temps, on peut le faire, mais je crois que se confronter aux autres, avoir des miroirs, au moins du monde en qui on a un petit peu confiance, qui nous ressemble, au moins qui vivent les mêmes choses que nous, c'est ce que bien nous, on fait en ce moment. Donc, notre incubation qui durait un an, durant la pandémie, on a comme coupé en petits morceaux. La portion découverte, elle est restée, on a comme gardé l'idée, on le fait sur un mois, puis on fait un programme découverte, justement, le mot découverte. Donc, un programme d'un mois qui permet à quelques startups de découvrir l'intérêt du MT Lab, de l'intérêt du tourisme et des opportunités qu'il y aura en ce moment. Puis on trouve qu'un cycle d'un mois, nous, à chaque mois, on recommence le programme, on trouve qu'un cycle d'un mois permet très rapidement à la startup de sentir, on n'est pas aussi profond qu'un programme d'un an, mais au moins ils peuvent sentir très rapidement et on les aide à formuler en quelques mots comment ils peuvent expliquer leur solution. Et nous, on est capable de pouvoir prendre ces explications-là et de le faire circuler. Et minimalement, on espère d'avoir des collisions. En temps de pandémie, au moins, c'est très dur de se rencontrer, mais à travers ce petit réseau-là, nous, qu'on a en place, on espère augmenter. Donc, au début, on visite beaucoup les partenaires et les startups. On a remarqué qu'en temps de pandémie en particulier, les startups devaient se parler plus entre elles encore. Et même cette année, on a eu encore des collaborations. Il y en a 2, 3 qui ont collaboré ensemble, qui sont revenus auprès de certains partenaires en disant « Hey, on a une solution qui est complémentaire, on vous l'offre. Qu'est-ce que vous en pensez et tout? » Et donc, c'est là encore. Pour moi, c'est
la généalogie d'un bon entrepreneur, c'est de toujours penser, on répond à un besoin. Et s'il faut s'associer avec quelqu'un d'autre pour répondre à un besoin, ben, c'est tout à fait logique de le faire, surtout quand c'est pertinent. Super. Toi qui justement là donc tu parles du programme découverte, j'imagine qu'il y a une sélection qui est un peu moins sélective justement que sur le programme d'incubation parce qu'il me semble que vous avez des centaines de dossiers pour seulement une quinzaine de places pour le vrai programme d'incubation. Quels critères, toi qui participes aussi à ces sélections avec les grands partenaires, tu regardes en premier chez une startup? Si on a des startups qui nous écoutent, qui sont dans ces secteurs-là de tourisme, culture, divertissement, sur quel terrain, sur quels aspects elles doivent travailler pour être vraiment, comment dire, Ouais, je comprends ta question. Je dirais que c'est pas au niveau du contenu. Donc, faut surtout pas dire ah ils cherchent pas les solutions avec des blockchains. Blockchain ou pas, moi ça me dérange pas. C'est pas moi qui. Ben, d'ailleurs, parce que si j'avais eu ce critère-là de contenu, j'aurais dit tu sais, à la startup Simulation, j'ai vu moi les odeurs, je pense pas que ça va marcher parce que personne n'avait demandé les odeurs. Donc, nous c'est pas ça. C'est plutôt la vraie question, nous, c'est l'étape dans la vie de la startup où est-ce qu'on est rendu. Est-ce que tu as une solution, est-ce que tu as une solution qui est applicable rapidement, que tu aies peu de développement pour qu'en quelques semaines, quelques mois, tu puisses le déployer? Pourquoi? C'est parce que nous, on va tellement accélérer les opportunités que quand le partenaire te voit, la valeur qu'il voit, c'est de dire, wow, ça correspond à ce que je veux faire maintenant ou dans quelques semaines, peut-être dans un mois ou deux, ou peut-être des fois dans 6 mois. Mais au moins, c'est que je veux le tester maintenant. Et si ta solution, elle n'est pas prête, ben, tu viens de manquer l'opportunité. Donc, du coup, nous, c'est ce qu'on regarde, c'est est-ce que la solution, elle est déjà testée? Est-ce qu'il y a une étude de marché qui prouve que c'est pas juste une fabulation de l'entrepreneur, que la solution a été soit déjà vendue une fois, ou en tout cas, l'étude de marché a montré que ça peut se vendre. Ce qui fait que quand on lui dit, regarde, ce partenaire-là aurait le goût d'en savoir plus. Ou alors, si c'est pas un de nos partenaires, des fois, on regarde l'écosystème, on dit, va voir dans telle région, il y a quelqu'un qui serait intéressé par ça, va au moins lui parler. Parce que quand ils vont dire, on sait très bien que les gens manquent de temps, ils vont dire, OK, je veux bien tester la solution, soit gratuitement. Des fois, le startup dit, oui, je te le mets gratuitement parce que je veux une visibilité. Ben, tout doit se faire rapidement. Dans un monde comme aujourd'hui, c'est pas tout le monde, en fait, c'est pas prévoir 1 an et demi d'avance, c'est très, très difficile, surtout en tourisme encore en ce moment. Il y a certains secteurs où on peut imaginer qu'on réfléchit, on fait de la recherche et développement. En fait, c'est pas du développement, c'est de la recherche et développement sur 2-3 ans. L'intelligence artificielle, c'est un peu ça. Donc, ça marche. Mais quelqu'un qui serait en intelligence artificielle, justement, il serait presque applicable aujourd'hui, mais pas trop terminé. Parce que là, du coup, là, je parlais de ceux qui étaient assez avancés, mais si tu es trop avancé, si la solution qu'on propose, elle est immuable, alors du coup, on est prêt à vendre. On n'a pas besoin de faire de l'incubation. Donc, dans ce cas-là, nous, on ne les prend pas nécessairement. On retient leur nom, on va peut-être les mettre en lien, mais on ne va pas les incuber puisque leur solution ne bouge plus. Nous, il nous faut quelqu'un qui soit assez flexible parce que justement, quand le fer et les mous, on peut bien le mettre à la bonne forme pour qu'il rentre parfaitement. Donc, nous, c'est ce qu'on recherche. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ceux qui nous écouteraient, c'est ceux qui auraient une solution qui pourrait s'appliquer au monde du tourisme, mais encore assez flexible. Et pour savoir si ça s'applique au monde du tourisme, nous, on a développé ce qu'on appelle des axes d'innovation. C'est au fond des grandes tendances qui correspondent aux grands points d'innovation que les partenaires veulent avoir. Ces grands points-là, c'est comme, en fait, c'est qu'eux, ils parlent de leurs besoins très, très précis. Par exemple, Tourisme Montréal va nous dire, on veut du Wi-Fi ou en fait une manière de se guider dans les souterrains de Montréal. C'est hyper précis. Si on fait un appel là-dessus, il n'y a pas grand monde qui va nous écouter parce que c'est tellement précis que les 99,9% ne vont même pas écouter. Donc, imaginez si on faisait des appels pour chacun de ces besoins précis, on ne réussirait pas. En les remontant dans les 8 grands axes, en disant dans ce cas-ci, on recherche des solutions qui touchent du data ou de la géolocalisation. Ah, là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'occupait de voitures, qui tout d'un coup, pour localiser des voitures, des taxis, pourrait peut-être dire, localiser des voitures ou des touristes perdus dans un souterrain de Montréal, ça se ressemble. Et là, on peut imaginer qu'il y a une collision qui se fait. Nous, on croit beaucoup à ce genre. Donc, il nous faut une flexibilité. Quelqu'un qui dit, c'est de la géolocalisation de voitures, il ne pourra pas rentrer, donc on ne le prendrait pas. Mais quelqu'un qui aurait dit, j'ai une solution qui permet de géolocaliser, mais c'est pas encore tout à fait terminé. Ça nous intéresse parce qu'on peut l'adapter justement à un besoin auquel il n'aurait pas pensé
dans l'exemple qu'on donne, ce serait des touristes perdus dans les souterrains de Montréal. Ok, ouais, très clair. En fait, c'est quand tu parlais de voilà l'adéquation produit-marché, c'est vraiment ça, c'est de se dire que on a commencé à trouver des pistes, mais on n'est pas complètement assuré que c'est cette bonne piste et qu'il faut qu'on la teste et qu'il faut qu'on l'expérimente. Donc, hyper Il y a intéressant. beaucoup de monde à cette étape-là. Donc, au fond, nous, on manque pas de candidats, effectivement. Dans le programme incubation, c'est sûr qu'on recevait 150 candidats. C'était assez laborieux comme processus parce que c'était un appel par année. Bon, pré-pandémie, en tout cas, on est tellement naïf aujourd'hui, mais pré-pandémie, on dirait que tout était beau, on pouvait se permettre ça, là. Donc, pendant 2 mois, on cherchait les candidats, on les triait, on discutait avec elles pour être sûr que les mots qu'ils employaient, parce que, évidemment, les pires personnes qui peuvent parler de leur produit, surtout à cette étape-là, c'est souvent les entrepreneurs. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont une bonne solution que c'est difficile de comprendre ce qu'ils ont à faire. C'est tout à fait normal, parce que c'est pas encore tout à fait bien cuit, c'est un peu normal. Donc, nous, on les aide à bien cuire ça, là, au moins que ça soit présentable. Et sur les 100, 150 qu'on recevait, on en prenait 10 à 15% maximum, peut-être une vingtaine, 25 qui devaient passer en pitch devant les partenaires. Puis après ça, il en restait entre 10 et 15. Et donc, ça faisait beaucoup de malheureux, c'est un peu dommage, mais on avait juste 15 places par année. Avec le programme découverte, la sélection est beaucoup moins compliquée. C'est est-ce que ta solution, elle est prête à être envoyée sur le marché ou très, très proche? Et du coup, on peut faire entrer un peu plus de monde on a juste 10 places par mois, mais avec le nombre de mois qu'on va faire, on va retrouver que tout le monde, tout d'un coup, va être éduqué aux opportunités du tourisme. Donc, on pense que de cette manière-là, on répond à notre mission de favoriser l'innovation en tourisme. Ok, et tu vas me voir arriver avec mes grands sabots avec ma question, mais est-ce que ce programme-là et les programmes du MT Lab donc sont ouverts aussi à l'international, dans le sens où le MT Lab, on l'a dit, c'est Montréal et un petit peu la région et le Québec, mais est-ce que des startups qui soient en France, en Europe, qui auraient des solutions technologiques au niveau que tu nous as présenté en phase de recherche, qui ont envie d'expérimenter, pourraient trouver un terrain de jeu intéressant avec les partenaires du MT Lab? Oui, oui, oui. En fait, on a depuis 2 ans déjà dans nos cohortes, on a des startups qui viennent de l'étranger. Donc, nous, le critère par rapport à ça, et je pense que la pandémie nous a permis effectivement de nous ouvrir. On avance vite, mais de ce côté-là, nous, on veut s'avancer comme il faut. Donc, on a effectivement toujours une ou deux startups de l'étranger, surtout de la France, effectivement. On fait même exclusivement de la France, quoique cette année, on avait une d'Angleterre. Donc, Ok. les critères pour l'instant, c'est des critères temporaires. Je pense qu'on va sortir de la pandémie puis on va commencer à s'ouvrir davantage. Mais il faut quand même parler français pour l'instant puisque ça se passe en français, quoique un anglophone pourrait venir pourvu qu'il soit capable de comprendre le français qui se discute. Il faut qu'il soit capable aussi de pouvoir soit s'établir ou en tout cas déployer sa solution ici. Donc, oui, dans le cadre du programme Incubation d'1 an, il devait venir faire un tour ici. À l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, on peut faire ça à distance. Mais il devait venir ici puis de pouvoir le diffuser, son produit ou sa solution, parce que sinon, il va manquer d'opportunités. Donc, c'est ça la condition. Pour l'instant, on préfère avoir que quelques joueurs. On ne peut pas avoir beaucoup de joueurs de l'étranger. On a un programme export-import qui s'en vient, qu'on est sur le bord de le lancer, qui, lui, est axé sur tester dans les 2 prochaines années justement des échanges vraiment plus formels dans un but effectivement de donner à 10 startups la chance de se rendre en France, de vraiment se déployer et d'ouvrir des succursales ou de vendre en tout cas, et vice-versa, 10 startups françaises. Et bon, on a choisi la France parce qu'on a des affinités. Et donc, on espère pouvoir trouver la bonne formule. On a une formule qu'on a testée depuis 2 ans, qu'on a formalisée à travers ce programme-là. Et dans 2 ans, on pense effectivement de pouvoir l'ouvrir à plusieurs pays par après. Donc, Génial. on veut vraiment s'assurer qu'on a la bonne méthode parce que la méthode facile, ce qu'il faut quand même comprendre, hein, Guillaume, c'est que les incubateurs, accélérateurs, soit que c'est privé et donc c'est payé par des VC qui disent, puis ils ont toujours un intérêt. Donc, le VC va dire, je veux des startups parce que je vais investir dedans. Donc, si j'attire et que je les paye, souvent les accélérateurs vont payer les startups, c'est pour investir. Parce que bon, ils vont se dire que dans 10 ans, une de ceux-là va me rendre millionnaire ou milliardaire. Dans les organisations plus comme les nôtres, nous, on est quand même privé, mais privé un petit peu de public, pas beaucoup, mais on en a.
notre mission, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on recherche vraiment? Dans notre cas, nous, on est porté par l'écosystème. Les partenaires, quelque part, représentent l'écosystème. Dans le conseil d'administration, c'est du monde qui disait, on veut aider l'écosystème. Donc, quelque part, c'est le tourisme qui nous aide. Dans d'autres incubateurs, peut-être en France, on voit un peu ça, c'est le gouvernement qui va dire, on veut aider le commerce. Donc, on va aider la start-up. Chaque incubateur a ses biais, a ses intérêts. Il faut juste savoir c'est quoi l'intérêt d'un incubateur qui est derrière ça pour savoir si ça vaut la peine de rentrer, parce qu'ils vont favoriser un truc ou l'autre. Dans notre cas, nous, c'est la collision. Donc, on va toujours vouloir favoriser la collision. Donc, dans le cas du programme découverte, plus il y a de gens qui rentrent, donc qui ont une solution qui est prête à déployer, plus ça fait notre affaire. Ouais. Tu parles justement de l'écosystème. J'aimerais t'entendre là-dessus. Donc, tu le dis déjà, vous, dans le schéma, vous êtes un peu de privé, un peu de public. C'est vrai que la ville de Montréal soutient le MT Lab. Non, la ville de Montréal ne soutient pas. Tourisme Montréal et la ville de Montréal. En fait, je dis ça, mais ça se peut qu'au moment où ça va sortir, on va avoir l'annonce que la ville de Montréal nous donne un petit peu d'argent. Donc, mais au moment où on parle, c'est comme, je croise les doigts, là, vous ne me voyez pas, mais je croise mes doigts, en espérant que ça arrive. C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'avais vu que vous avez eu du financement. Alors, c'est peut-être du gouvernement du Québec, oui, du ministère. Du gouvernement du Québec, oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Pardon pour la confusion, mais voilà, donc il y a quand même un peu aussi de financement public et aussi au sein même, les gens qui connaissent pas le MT Lab, il faut dire, alors c'est pas public, mais vous avez même le bâtiment qui est au cœur de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, au cœur du quartier des spectacles d'ailleurs, un endroit qui est parfait pour symboliser le tourisme et le divertissement et la culture. Parle-nous de cet écosystème montréalais, des choses que toi tu aimes, de son dynamisme que moi je connais. J'ai envie de t'entendre là-dessus. OK, écoute, premièrement, je vais rendre à César ce qui est à César. Le MT Lab existe parce qu'il y a un écosystème. On est un peu comme la deuxième génération d'incubateurs, ou deuxième ou troisième, enfin, une autre génération, puisque ça évolue beaucoup. Au fond, si on veut être quelque part correct, les organismes de soutien existent depuis longtemps. Aider l'entrepreneuriat, ça ne date pas des incubateurs. C'est juste qu'il y a un certain mouvement avec des noms anglais, incubateur, accélérateur, start-up, scale-up et tout ça. Il y a tous des mots comme ça. C'est peut-être une manière un peu plus accélérée, différente, très techno de croître, mais l'idée d'entrepreneuriat existe depuis toujours. À Montréal, si l'MT Lab existe, puis que, comme là, vous avez fini par comprendre, si vous avez écouté depuis le début, c'est qu'on s'occupe d'une partie bien précise de l'incubation-accélération, c'est l'adéquation au marché. Quelqu'un qui veut partir son idée, il faut bien qu'il y ait quelque part. Quelqu'un qui va avoir son prototype, il faut qu'il y ait quelque part. Quelqu'un qui va aller faire la commercialisation et l'investissement, il faut qu'il y ait aussi après nous qu'il y ait quelque part. Je n'existe que parce qu'il y a un écosystème autour de moi. Et donc, moi, je reconnais, et depuis le début, je sais que si j'existe et je sers à ça dans l'écosystème parce que je complète ce que d'autres ne peuvent pas faire. Quand on aide une idée, souvent, on n'est pas là pour défaire l'idée. On va juste dire, on va t'aider à aller au fond de ton idée. Voici comment tu dois faire un plan d'affaires. Voici un business canvas, puis remplis-le, on t'aide un peu là-dessus. Le prototypage, on va te trouver de l'argent, la recherche et développement, on va te mettre des étudiants, des professeurs, mettre à disposition des trucs. Mais rendu au marché, il n'y a pas grand monde. On a remarqué ça, il n'y a pas grand monde. Et puis le tourisme peut-être fait figure d'exception parce que c'est peut-être pas le domaine auquel on aurait pu penser. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on favorise le lien. Il y a des incubateurs d'affaires qui vont faire ça, mais c'est plutôt généraliste. Et ensuite, c'est des accélérateurs qui sont en général spécialisés dans l'investissement. Et donc, l'écosystème montréalais est donc par définition, ça veut donc dire que l'écosystème montréalais est très, très riche parce qu'on existe. Il existe des incubateurs un peu plus généralistes, mais avec une thématique deep tech, le Santec. Le Santec qui est attaché à l'École des technologies supérieures, ils vont prendre des solutions qui sont innovantes en technologie. Il existe des solutions qui sont plus dans le social, impact social et environnemental. On aurait l'esplanade, par exemple. On aurait aussi des trucs de solutions d'étudiants, par exemple, mais pas juste étudiants, mais mettons plus démarrage qui serait, faut que je me retrouve, District 3. l'Université Concordia, là. District 3, c'est ça, tout à fait, c'est ça, le nom m'échappait. Ou même au HEC Montréal aussi, qui HEC Montréal, le McGill aussi. Donc,
On a d'autres plus spécialisés qui sont privés, comme le Zoo qui est dans le divertissement avec une vision d'aider une compagnie à croître et aller à l'intentional. Donc, tout ça fait que nos startups, ils viennent souvent du Santec, par exemple, vont aller chez nous, vont se retrouver sur Founder Fuel, qui eux font du financement dans la tech, vont peut-être se retrouver ensuite chez Zoo puis être propulsés, ou vice-versa. On a une compagnie de Zoo qui nous a appelé après justement une formation qu'ils ont eue l'été dernier. Ben, pour accéder aux hôtels, ben, ils nous ont appelés. Nous, on a juste dit, ben, on va te donner accès à ça. Dans ce cas-ci, elle n'est pas incubée chez Donc, nous. ce que tu veux dire par là, c'est que tout le monde est complémentaire en fait dans cet écosystème et c'est ça qui fait la richesse. Qui fait la richesse, tout à fait. Je dirais que ceux qui connaissent bien l'écosystème, mettons, à Paris, on dirait que c'est un peu comme le Paris & Co, mais désorganisé. Le Paris & Co est organisé d'une certaine manière. C'est une direction qui dit, ben, on devrait faire ceci, on regroupe cela. Ici, ça se fait plus bottom-up, du bas vers le haut. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? C'est comme ça que ça s'est fait depuis le début. L'écosystème est assez jeune ici. C'est depuis les années 2000 qu'on peut dire qu'on commence à avoir des entrepreneurs. 2005, la première génération d'entrepreneurs de type startup San Francisco. Voilà, 15 ans plus tard, ben voilà, ça vient de là. C'est après que le gouvernement a commencé à embarquer en disant, on a le goût d'aider un peu. Ils n'ont pas voulu structurer. Ils ont juste dit, on va aider les organismes. Et les organismes comme le nôtre, ben, se font aider de plus en plus. Et effectivement, on remarque, j'ai peut-être 20% pour l'instant de subventions gouvernementales qui va m'aider. Et je crois que c'est la reconnaissance, effectivement, que cet écosystème-là, il y a quelque chose de fragile, mais qui marche pour l'instant. Et qui est aussi quand même ambitieux, dans le sens où Montréal figure quand même en bonne place dans les classements, dans les villes où il faut entreprendre, où il faut lancer sa startup. Je sais que vous aussi, vous avez quand même de l'ambition avec le MT Lab de se dire, on veut être une place forte de l'innovation dans le tourisme. Comment vous allez vous y prendre? Oui, ben c'est effectivement, puisqu'on a monté très très rapidement, je pense que là, on fait comme les startups, on a une mission, on a l'ambition de dévorer le monde, comme on dit en anglais. Là. C'est cette notion de. Mais puisqu'on grandit, on a une place forte. Peut-être le fait qu'on soit au Québec en français, dans une mer anglophone, fait qu'on est comme peut-être plus capable je sais pas, de faire des choses. Mais je me dis juste que notre force qu'on a avec 12 grands partenaires, l'énergie qu'on a du Québec, l'aide qu'on a un peu du gouvernement, on vient de se faire donner la gestion d'un fonds de 10 millions. Donc ça, c'est nouveau. Donc, on a 10 millions à gérer qu'on peut donner aux startups. Donc, tout d'un coup, ça vient de changer. Et donc, on est capable, je pense, sur les 5 prochaines années, quelque part, d'attirer les meilleures startups. Donc, on commence, on doit déposer le plan au courant du printemps. Mais c'est comme, avec ça, on est capable de pouvoir dire que de placer Montréal comme une genre de Silicon Valley de l'innovation en tourisme. Au moins, en tout cas, en Amérique du Nord, qu'on devienne une plaque tournante par rapport à ça, et sinon dans le monde entier. De toute façon, il y aura toujours d'autres incubateurs à travers le monde, et on va toujours être complémentaires parce que là, en ce moment, il y en a à Singapour, il y en a à Paris, mais il y en a aussi à Nîmes. Donc, c'est comme, il y a des petites villes. Donc, partout, chacun a sa particularité. Je crois que nous, je pense, dans la francophonie, on serait une belle porte d'entrée pour l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Nord de pouvoir rentrer en Europe ou dans le reste du monde. Et si on est capable de pouvoir dire, on est capable de rayonner, d'ouvrir l'Amérique du Nord, de s'ouvrir lentement. Puis je pense que si on se laisse encore 2-3 ans, on est rendu à Toronto. Quand je dis rendu, je dirais peut-être pas physiquement, mais que Toronto soit vraiment à côté de nous, de Montréal. Toronto, Vancouver, Boston et New York, ça serait comme genre notre arrière-cour. Et surtout depuis que Travel HQ, Voyager HQ, non, c'est Travel HQ, c'est ça, à New York, ils ont fermé leurs portes durant la pandémie. C'était un beau projet. Ils ont fermé leurs portes à New York. Donc, on se dit peut-être que New York a peut-être besoin d'innovation en tourisme. Pourquoi pas nous, effectivement. Donc on donne quelque part le temps de bien construire ça, parce que on n'est pas sur les routes internationales, à mon avis, mais Montréal, à mon avis, c'est pas le fait qu'on soit central. Paris étant central, on peut pas contester que c'est un haut lieu de tourisme. Montréal n'est pas nécessairement vu comme ça. Par contre, Montréal, au niveau de la qualité de la vie, il y a quelque chose dans Montréal ou dans le Québec au complet, qui fait qu'on a le goût d'être ici. Puis on voit souvent des gens qui vont aller à San Francisco ou ailleurs et disent « OK, je vais revenir à Montréal parce qu'on a une certaine qualité de vie. » Donc, je me dis, on va profiter de ça, puis on pourrait donc être un pôle alternatif dans le monde par rapport à l'innovation en tourisme et souvent, pourquoi pas être le plus grand.
Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, bah, je peux que témoigner, c'est vrai, de la qualité de vie à Montréal. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre facteur pour terminer un petit peu la promotion de l'écosystème, mais c'est aussi la qualité des talents. On a parlé de McGill, de HEC, de l'UQAM, etc. Donc, il y a aussi les universités qui travaillent très bien. Et donc, il y a beaucoup de bons talents, même si ça reste quand même un sujet partout dans le monde, j'ai l'impression, le recrutement de bons talents. Je vais bientôt terminer. J'ai deux petites questions pour terminer. Toi qui vois ces entrepreneurs grandir et parfois voilà avoir des grands succès, qu'est-ce que tu as repéré chez eux comme qualité ou attitude chez les femmes et les hommes là que tu vois qui font qui vont réussir ou pas, ou en tout cas qui vont avoir du succès ou pas? Il y a sûrement un biais, j'imagine, mais ce que j'ai remarqué, que même moi, je pensais pas que c'était un critère, mais ce que j'appellerais être coachable, d'être capable d'entendre ce que les autres ont à dire. Si quand on est trop focusé, on pousse trop, ce qui est pas mauvais, hein, dans d'autres secteurs, là, je pense que c'est bon d'être têtu. Mais dans notre domaine, j'ai l'impression qu'il faut pas être têtu, justement, il faut être à l'écoute. Toutes les startups qui ont bien performé, c'est celles qui ont écouté ceux qu'on allait rencontrer. Parce que nous, une partie de notre formation se passait dans des cocktails, dans des soirées, parce qu'on leur disait, viens cette soirée-là, puis rencontre telle personne. Et donc, c'est à ce moment-là que les personnes qui étaient capables de comprendre ça, d'avoir de l'entre-gens, de savoir qu'il ne faut pas, dans ce domaine-là encore du tourisme, ne pas nécessairement vendre, mais de comprendre que c'est la relation qui va faire la différence, ces gens-là ont plus performé, effectivement. Ceux qui voulaient juste vendre, ils ont peut-être vendu ce qu'il y avait à vendre, mais ça s'arrêtait là. Oui, pour ce qui est des 5 à 7, des réunions, des soirées au MT Lab, ouais, quand la situation va s'améliorer et que les personnes auront à nouveau l'occasion de visiter Montréal, j'invite vraiment tout le monde à aller passer au MT Lab parce que vous l'avez entendu avec Martin, mais toute l'équipe, et d'ailleurs je fais un salut amical à toute l'équipe du MT Lab, est hyper chaleureuse et dynamique. C'est vraiment toujours un bonheur pour moi en tout cas de passer au MT Lab, et les soirées sont toujours hyper agréables. Il me tarde que ça reprenne, j'imagine que toi aussi. Ah oui, je trouve ça tellement dommage parce que là, je suis au MT Lab en ce moment, mais on est que quelques-uns, mais on est loin de l'époque d'antan où c'était toujours bouillonnant du matin jusqu'au soir. Ouais, ça va revenir, ça va revenir, j'en ai aucun doute. Enfin, juste pour terminer, toi, tu vois beaucoup de ces tendances dans ce domaine-là. T'es aussi aux premières loges de ces grandes mutations dans le tourisme, la culture du divertissement. Est-ce qu'il y a des choses là, dans ta veille, que tu trouves pertinentes à aller explorer? Est-ce que tu as des insights à nous partager? Ça varie beaucoup. La tendance qui reste, c'est évidemment tout ce qui a rapport au sanitaire, évidemment, là, donc la sécurité, la distance. Quand je dis sanitaire, ça inclut aussi la technologie, donc la distanciation, les sans contact, là, tout ce qui toucherait ce monde-là. Donc l'aspect sanitaire, effectivement, c'est quelque chose qui va rester pour encore très longtemps. Ce que je vois aussi, c'est la notion peut-être ça aussi c'était courant avant, mais c'était propulsé par la pandémie, tout ce qui est low-tech. Donc, je pense que ceux qui sont dans la tech doivent imaginer en disant comment que le low-tech peut vous aider, comment ça peut être vendu aussi, c'est parce que la notion de low-tech, enfin, c'est peut-être différent encore en France, mais au Québec, beaucoup de gens des acteurs du tourisme se sont fait prendre. Ils n'étaient pas prêts à utiliser les réseaux, la technologie pour pouvoir continuer à faire des affaires et donc se sont trouvés le bec à l'eau. Et on parle de beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, quand on parle de high-tech, ça pouvait bien aller avant, mais du coup, c'est pas du monde de mauvaise foi, c'est du monde qui était soit trop occupé, soit pas assez riche pour pouvoir tout faire. À un moment donné, on peut pas avoir 15 000 employés. Et donc, du coup, quand on parle de low-tech, à mon avis, c'est peut-être de la tech qui peut attirer beaucoup. Ils vont se dire, je suis dans la tech, mais pas nécessairement à la fine pointe, et ça fait ce que ça doit faire. Et ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont se dire, OK, je fais toujours de la high-tech, mais peut-être que c'est la manière de le présenter, peut-être c'est des petits détails qui fait que ça consomme moins, ça coûte moins cher, et à mon avis, c'est peut-être là qu'on peut rentrer. Donc, ça serait une autre piste. Puis le troisième, je dirais que cette notion, peut-être que ça marche mieux encore en Amérique du Nord, mais beaucoup de gens vont quitter la ville, quittent la ville, et donc on va avoir une redistribution
appelons-le comme ça, parce qu'il y a du monde qui en profite pour revenir en ville, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire, mais on peut faire du télétravail. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans l'aménagement du territoire, il y a des villages, des villes qui vont attirer non plus des compagnies, parce qu'avant, c'est ça la tactique, on attirait une compagnie pour que les employés soient dans le village, dans la ville. Là, on attire les employés, donc on peut quelque part attirer plein d'employés sans attirer la compagnie. Ça veut donc dire que des infrastructures doivent être mises en place, des services qui se trouvaient au centre-ville doivent être transmis dans les régions éloignées. Dans notre cas, nous, c'est des grandes distances, mais ça peut être effectivement une bonne connexion Internet, ça c'est pas donné à tout le monde, mais des services comme un tiers-lieu aussi. Les gens qui vont faire de la téléconférence, des visioconférences, vont pas rester toute la journée dans la maison, même si beau que ça, ils vont vouloir sortir. Alors, il est où le café? Il est où le coworking? Il va falloir que les villages en aient ce tiers-lieu. Et évidemment, des services de livraison, de bouffe aussi. Souvent, c'est juste dans les centres-villes qu'on a ça. Et donc, ceux qui sont capables de penser à un niveau du territoire, parce qu'à mon avis, c'est une forme de collaboration du niveau du territoire. Chaque village ne va pas reconstruire. Je crois que c'est des opportunités de solutions auxquelles on n'aurait pas pensé pouvoir se déployer ailleurs. Pour moi, c'est comme une étendue du domaine des possibles que je vois apparaître. Superbe. Eh ben, merci beaucoup pour cette ouverture, pour conclure. Ça donnerait plein de pistes encore à explorer, mais ça sera pas avec moi. Si vous voulez contacter Martin, ben, je mettrai ton LinkedIn dans les descriptions de ce podcast, ainsi que le site web, évidemment, du MT Lab pour ceux qui ont envie d'aller suivre. Et puis, je sais que vous êtes très actifs sur les réseaux aussi. Vous avez lancé des clubhouse, vous participez à plein de webinaires. Donc, ça, il n'y a pas besoin d'être au Québec pour vous suivre. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller regarder ça. Merci beaucoup, Martin. Si j'ai oublié quelque chose, je t'invite à prendre la parole. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris du temps. Eh ben, écoute, j'espère à très bientôt. Oui. Et puis, merci encore. Merci à toi, Martin. À bientôt. À bientôt. Bye bye. C'est la fin de cet épisode. Et si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres, c'est simple, on est dispo quasiment partout. Prenez soin de vous et à bientôt.